Bonjour à tous, ici Fubard. Comme je vous l'avais promis dans ma vidéo de retour des scènes, voici aujourd'hui la présentation d'Inis. C'est la sortie SN de Matago. Voilà, un thème irlando-celtique. La boîte est importante, elle fait partie de la collection XL. C'est la collection qui comprend aussi Kemet et Cyclades. Donc deux jeux qui ont eu un gros succès. Donc on va lever le capot ensemble tout de suite et puis je reviens pour vous donner mon avis tout à l'heure. Salut! Voici donc la boîte d'Inis, je vous présente rapidement le matériel. Vous voyez visuellement comment se présente le jeu, le livret de règles, tout en couleur, pas trop long, assez aéré, avec beaucoup d'exemples, vous voyez sur les colonnes. Les règles sont bien expliquées, ainsi que des explications sur les cartes et le contexte historique. Ici, les pions de joueurs. Alors je précise que il n'y a pas de sachet en tissu dans la version que vous pourrez acheter en boutique. C'était le Goodies des scènes. Voilà, c'est assez sympa d'avoir quelque chose qui ne soit pas des cartes supplémentaires d'une certaine manière, parce que c'est juste quelque chose pour améliorer le jeu sans que ce soit quelque chose qui ait un intérêt ludique et qui fasse que ceux qui ont une version achetée sur un salon sont éventuellement avantagés en termes purement ludiques, quoi. Là c'est vraiment esthétique. Après on aime ou on n'aime pas, mais voilà, j'ai trouvé que c'était une touche assez sympa. Les figurines de chaque qui représentent des tribus, des clans, pour 4 joueurs. Les tuiles, vous voyez que les tuiles sont très particulières dans leur forme, même si fondamentalement ce sont des triangles. Voilà, avec vallée, vous voyez, mine de fer et ainsi de suite. Et donc elles s'emboîtent les unes dans les autres et vont former le plateau de jeu de la partie. Donc, vous voyez qu'il y en a une quantité assez importante, donc ça permet beaucoup de variabilité. Vous avez également les différents pions. Ici, le pion de premier joueur, le pion de tour de jeu, le pion de prétendant et les exploits. Ici, vous avez des citadelles et des forteresses. L'utilisation qu'on peut en avoir en cours de partie. Et enfin, les cartes. Voilà, qui sont très grand format, avec de très belles illustrations, très particulières, et vous avez 3 catégories de cartes. On va voir dans l'explication du gameplay quelles sont les utilisations, ainsi que des cartes d'aide de jeu. Voilà, vous voyez les illustrations qui sont vraiment très belles. Alors vous avez un des tas de cartes qui correspond en fait aux pouvoirs spéciaux des tuiles. Hein, elles sont les jaunes, et puis vous en avez d'autres qui sont de 2 catégories différentes qu'on va voir un petit peu plus loin, qui s'utilisent en cours de jeu. Voilà comment sont les cartes. Maintenant, je mets en place et je vous montre comment le jeu fonctionne. Voici une mise en place pour 2 joueurs. Donc elle est très simple. Il suffit de mettre autant, de former un ensemble, un plateau de jeu avec autant de tuiles que de joueurs. On aura préalablement mélangé le paquet des tuiles. Alors là, c'est un peu particulier. L'auteur propose certaines tuiles plus simples pour faire une partie découverte, donc avec un jeu un peu moins compliqué d'entrée. C'est une assez bonne idée. Donc, voici les 2 tuiles qui sont proposées pour une partie à 2, il y en a pour 3, pour 4, ainsi que des tuiles plus compliquées que l'on met à part et que l'on mélange et qu'on met en fin de pile. Les autres, en fait, on les a mélangées et on les met à côté du terrain de jeu. On met ici le marqueur capital à un endroit. Celui qui le choisit, c'est celui qui aura été désigné comme Bren, c'est-à-dire comme premier joueur, au hasard au premier tour. Ensuite, c'est celui qui aura été le chef, c'est-à-dire celui qui a la majorité, le plus de clans, dans la province où se trouve
la capitale, justement. Ensuite, chaque joueur prend ses 12 clans. On tire, on extrait du paquet des cartes jaunes, c'est-à-dire des cartes de territoire, les 2 cartes correspondant, ou le nombre de cartes en tout cas correspondant aux tuiles qui sont en jeu. On a un marqueur d'ordre du tour qui a la flèche dans les 2 sens, et en fait on tire à pile ou face et ça va indiquer le sens de rotation entre les joueurs. Les autres cartes ne sont pas encore distribuées. Il s'agit de ces 2 tas-là. Elles sont mélangées et mises de côté. Donc voilà, la mise en place est très simple. Pour commencer la partie, et en commençant par le Bren, c'est-à-dire le premier joueur, les joueurs ont 2 clans qui le répartissent comme ils veulent. Alors ici, ils sont 2. Il y a 2 joueurs, donc on peut très bien imaginer quelque chose comme ça. Voilà. Alternativement, en commençant par le premier joueur, chacun pose ses deux clans, et puis ça va faire un embryon de plateau de jeu, ainsi que des premières majorités, éventuellement, suivant la répartition. Donc voilà, maintenant je vous explique la phase de jeu. Maintenant que le jeu est en place, je vous présente le round, la structure du round. Alors, c'est assez simple, étant donné que le jeu est fourni avec 4 cartes d'aide de jeu, qui présentent d'un côté les pictogrammes et qui décrivent les cartes, et de l'autre qui présentent de façon très précise le tour de jeu. Alors, qui s'appelle un round. Le round est divisé en 2 parties, une partie qui est l'assemblée, pendant laquelle on va en fait faire un certain nombre de choses qui sont préparatoires au jeu, et la saison, ensuite la deuxième partie qui s'appelle la saison, et qui est elle, là où se trouve l'action et les phases de jeu les plus sensibles. Donc pour l'assemblée, la première chose à faire, c'est de déterminer le chef du territoire où se trouve la capitale, donc celui qui a la majorité dedans, et ce joueur-là devient Bren, c'est-à-dire premier joueur, et il prend le pion qui est celui qui indique sa position de Bren. Ensuite, on vérifie si un joueur a gagné la partie. Au tour précédent, il y a certaines conditions qui permettent d'obtenir ce qu'on appelle des pions de prétendants. Et donc les prétendants, ce sont les prétendants à la victoire. Donc tous ceux qui sont détenteurs de pions vont pouvoir vérifier le nombre de conditions de victoire auxquelles ils répondent, et on va déterminer le vainqueur éventuellement. S'il y a un vainqueur, eh bien, la partie se termine. S'il n'y a pas de vainqueur, tout le monde restitue le pion prétendant et on repart on poursuit le tour. Ensuite, les cartes jaunes, qui sont les cartes qui indiquent le pouvoir de chaque province, les cartes jaunes sont sorties pour toutes les tuiles de territoire qui sont en jeu, et ces cartes sont attribuées au joueur qui est le chef, c'est-à-dire qui a la majorité dans chacun des territoires. Dans le cas où il n'y a pas de chef, eh bien, personne ne prend la carte, elle reste posée à la vue de tous sur la table. Ensuite, on jette le pion qui va indiquer le sens de rotation pour le round en cours, et on va s'y conformer à partir de ce moment-là. Et puis enfin, le Bren va mélanger les cartes actions, c'est-à-dire les cartes vertes, qui se trouvent ici. Il en écarte une, secrètement, c'est-à-dire qu'elle reste cachée. Il mélange le paquet, et en distribue 4 à chaque joueur. Et ensuite, donc voilà, et avec chacune des 4 cartes, voilà, si j'en donne 4 et 4, voilà, eh bien, les cartes vont ensuite être draftées. Donc chaque joueur, il regarde les 4 cartes qu'il a, et
Donc voilà, et il va décider d'en conserver une et de passer les autres à son voisin dans le sens de rotation. Donc ça fait un draft sur une carte. Ensuite, chacun récupère, donc, imaginons que ce soit celle-là. Les 3 passent. Et ensuite, on recommence. Chaque joueur regarde les 3 cartes. Oui, c'est ça. Les 3 cartes. Et puis, il en passe une de plus, enfin une de moins. Donc d'abord, les joueurs ont 4 cartes, ils en passent 3. Ensuite, ils en passent 2. Ensuite, ils en passent une. Et à la fin, on a donc 4 cartes. Donc la précision importante, c'est que en fait, on n'est pas obligé on n'écarte pas les cartes définitivement du draft. C'est-à-dire qu'au premier tour, vous en passez 3 et vous en gardez une. Eh bien, au tour suivant, quand vous allez devoir en passer 2, eh bien, dans les 2 que vous allez passer, vous pouvez inclure celles que vous aviez en fait gardées au tour d'avant. Donc, c'est pas à chaque fois des cartes qu'on écarte et qu'on pose, par exemple, comme ça a lieu dans beaucoup de jeux quand on fait un draft, où la quantité de cartes qui circulent est réduite petit à petit. Là, en fait, c'est juste le nombre de cartes qu'on transmet qui change. Donc ça donne une dynamique un peu différente des jeux de draft habituels. Donc c'est quelque chose à bien garder à l'esprit à cette phase de jeu. Et là, quand on a fait cette dernière manipulation, eh bien, les joueurs ont 4 cartes, éventuellement des cartes qu'ils avaient des tours précédents, des cartes rouges, qu'on va voir après, et on passe ensuite à la phase de saison. Je vous explique la deuxième partie d'un round qui est la saison. Pendant la saison, c'est très simple. Chaque joueur a 3 possibilités. On tourne dans l'ordre du vol de corbeau. On commence par le Brain. Le Brain est obligé de jouer une carte saison. Les cartes saison, c'est n'importe quelle carte, quelles que soient les catégories, la couleur. À cette différence près que vous avez ici des cartes avec Triskel. Les cartes Triskel, elles, ça veut dire qu'il y a une condition, un moment, un timing pour jouer leur effet. Donc il faut que ce soit adapté, mais sans ça, on peut jouer n'importe quel type de carte. Il y en a dans toutes les catégories. Donc jouer une carte saison, c'est la première chose. Ensuite, on peut passer, évidemment. Quand tout le monde aura passé consécutivement, le round se termine, la saison se termine. Et enfin, se déclarer prétendant. Pour ce faire, eh bien, un joueur qui veut se déclarer prétendant doit vérifier qu'il satisfait bien une condition de victoire, et il prend un pion prétendant dans la réserve. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, pendant la phase d'assemblée, tous ceux qui auront un pion prétendant vérifieront les conditions de victoire auxquelles ils répondent, et puis celui qui en aura le plus l'emportera. Et si ce n'est pas le cas, comme je vous disais tout à l'heure, le pion est remis dans la réserve pour être réutilisé à un tour suivant pour déterminer qui est le vainqueur. Donc voilà, c'est très très simple. Pour ce qui est de la saison, jouer une carte, passer, ou se déclarer prétendant si on satisfait des conditions de victoire, et alternativement. Le jeu de cartes, c'est le cœur du jeu, et c'est là qu'on va pouvoir déplacer des clans pour modifier les majorités, justement, mettre en jeu de nouveaux territoires, et ainsi de suite, ou mettre en jeu de nouveaux clans, hein, bien sûr. Donc c'est là que vont se passer les choses. Quand il y a des déplacements de population, et donc il y a des modifications de majorité, et c'est ce qu'on appelle un conflit, et donc je vais vous expliquer maintenant, de façon un petit peu plus détaillée, comment les conflits sont résolus. Le dernier aspect de règles que je vais aborder avec vous, et on aura fait le tour après ça, il ne restera plus que les conditions de victoire, c'est les conflits. Alors les conflits, c'est ce qui se passe quand il y a un déplacement de population, qui fait que une population arrive, un clan arrive dans un nouveau territoire. Alors,
c'est un déplacement qui peut provoquer ça, mais les conflits peuvent être éventuellement, mais beaucoup plus rarement, causés par certaines actions qui sont dans les cartes. Hein, donc c'est essentiellement un déplacement de population qui modifie les équilibres, ou alors des cartes qui permettent de générer un conflit sans déplacement. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit? D'abord, il y a une phase de citadelle. Les citadelles, ce sont les grises, et il y a une citadelle plus grosse qui est la capitale qui commence, la partie en jeu. Les citadelles, donc c'est au début du conflit, et les joueurs, en commençant par, quand il y a donc un mouvement de population, il y a quelqu'un qui arrive. Ce nouvel arrivant est appelé l'envahisseur. Quand il s'agit d'une carte qui génère le conflit, la carte indique qui est l'envahisseur, pour que les règles soient cohérentes. Mais dans le cas le plus usuel, qui est un déplacement de population, vous avez un envahisseur. Imaginons ici un clan qui se déplace d'ici à ici. Donc c'est blanc, en l'occurrence, qui est l'envahisseur. Le joueur après l'envahisseur a le droit de faire la première action dans la phase de citadelle. La phase de citadelle, ça consiste tout simplement à mettre, si on le souhaite, le joueur a la possibilité de mettre un pion dans la citadelle. Donc il n'y a qu'une place dans une citadelle, comme vous pouvez le voir, et si le clan qui se trouve à l'intérieur de la citadelle ne prendra plus part au conflit, donc il ne comptera plus. Donc, il est protégé, puisqu'à la fin du conflit, il va pouvoir ressortir, mais il n'est pas utilisé dans le conflit. Donc on tourne jusqu'à ce que tout le monde ait la possibilité de se mettre à l'abri dans la citadelle. Ensuite, les clans qui sont hors citadelle dans la tuile sont considérés comme étant les clans engagés. Donc ensuite, on résout jusqu'à ce que le conflit, ce que les joueurs qui participent, c'est-à-dire qui ont des clans dans la tuile sur lesquels on gère le conflit, décident d'arrêter, eh bien, ils ont la possibilité de faire 3 actions. C'est la phase de régulation, attaquer. Donc, quand on attaque, eh bien, on cible un joueur, eh bien, le joueur ciblé a la possibilité soit de perdre une troupe, un clan, donc de le retirer de la tuile et de le remettre dans sa réserve, ou alors de se défausser d'une carte d'action, qu'il en rejoue face cachée, et évidemment la limite c'est que si sa main est déjà vide, il est obligé de perdre une troupe. Ça c'est la première chose, attaquer. La deuxième, c'est quitter le territoire, c'est-à-dire il déplace toute une partie de ses clans engagés dans un autre territoire adjacent dont il est le chef. Alors, il peut y en avoir plusieurs, et dans ce cas-là, il peut répartir entre les territoires, si jamais c'est le cas. Ou alors, utiliser une carte, c'est dans les cartes épiques qu'on trouve ces cartes-là, ces pouvoirs-là, qui s'appellent des manœuvres, et qu'on peut utiliser sous certaines conditions. En général, c'est des cartes triscales, c'est-à-dire celles qui ont des conditions particulières, et donc on applique le résultat. Voilà les 3 choses: attaquer, quitter le territoire, donc se replier en fait, et faire une manœuvre sous forme de carte. Donc s'il n'y a plus personne d'engagé, le conflit prend fin, ou si tout le monde a décidé d'arrêter de faire des attaques ou des manœuvres, donc soit attaque, quitter ou tout ça, eh bien le conflit s'arrête, tout simplement. Et donc voilà, on a terminé pour ce qui est des phases de la phase de conflit. Maintenant on a fait le tour de toutes les règles, vous avez vu, c'est extrêmement simple. Les 2 grandes phases, assemblée, saison. Assemblée qui est en fait une phase administrative où on gère les cartes, et surtout à la fin où on fait le draft, ce draft si spécifique avec les 4 cartes qu'on fait tourner mais sans les écarter à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois, d'abord on en passe 3, puis 2, puis 1, mais on n'écarte pas les cartes au fur et à mesure. Donc ensuite la saison, où on peut jouer une carte saison, se déclarer prétendant ou passer, et enfin quand il y a des modifications ici, les conflits, on peut se mettre à l'abri dans les citadelles pour commencer, et ensuite on alterne des tours où on peut attaquer, c'est-à-dire forcer un joueur à perdre quelque chose, c'est-à-dire un clan, ou à défausser d'une carte, jusqu'à ce qu'il soit épuisé, ou que tout le monde soit d'accord pour arrêter. Une fois que c'est terminé, le tour suivant arrive, les cartes
les majorités vont avoir changé, ce qui veut dire que les chefs dans les différents territoires auront changé, et donc la possession des cartes de pouvoir spécifiques aux tuiles va changer, la géographie va changer, de nouveaux clans sont mis en jeu. On a aussi ça qui est la possibilité, qui sont des sanctuaires, donc des endroits mystiques, et il y a des cartes qui permettent de les mettre en jeu. Et ils vont ensuite compter également pour les points de victoire, et donc les conditions de victoire, je vous l'avais promis, c'est quelque chose que je vais vous décrire maintenant. Pour ce qui est des conditions de victoire, c'est-à-dire c'est en rapport avec la possession de ce pion prétendant. Donc les conditions de victoire, on les teste pendant la phase d'assemblée, et on compte combien les joueurs en réalisent pour savoir s'ils gagnent. Donc les conditions, elles sont les suivantes. Donc être le chef d'au moins 6 clans adverses, c'est-à-dire que dans les territoires où il est chef, on compte le nombre de tribus de clans adverses. Par exemple, ici, blanc serait chef ici, et il serait chef de 1. Clan, puisqu'il y a un autre clan, puisqu'on n'est pas en conflit en dehors, là, vous devez être chef, et ensuite vous regardez combien il y a de clans à l'intérieur des zones où vous êtes chef. Donc il en faut 6. S'il y en a moins de 6, s'il y en a donc 6 ou plus, vous avez une condition de victoire. Autre condition, la deuxième, être présent dans les territoires où il y a 6 sanctuaires au total. Donc les sanctuaires, je vous avais dit, c'est ce pion-là, ce marqueur, on peut en avoir donc plusieurs, et il faut être présent, donc pas chef, hein, juste simple présence. Ici, par exemple, eh bien, il y a une personne qui est présente, ça fait 3 pour blanc, hein, il y a 3 clans ici qui correspondent, donc ça peut monter assez vite. Enfin, dernière, être présent sur au moins 6 territoires. Donc, c'est-à-dire 6 tuiles. Donc ça présuppose qu'il a fallu développer un petit peu le jeu. Et donc la simple présence, une nouvelle fois, c'est le fait de ne pas être chef. Donc le nombre d'éléments qui constituent une condition de victoire n'a pas d'importance. Hein. On vérifie juste voilà, qui est des 3 là. Et donc auquel cas, eh bien, donc, pendant la phase d'assemblée, c'est-à-dire à l'étape 2, eh bien, et seulement à ce moment-là, on vérifie les conditions de victoire entre joueurs qui ont le marqueur prétendant. Donc si personne ne l'a, ben, on ne teste rien du tout, donc comme ça la question est réglée. S'il y a au moins un joueur qui l'a, eh bien, on vérifie les conditions de victoire des joueurs qui ont ce marqueur. Donc le vainqueur, c'est celui qui a rempli le plus de conditions de victoire. Au moins une, hein, mais le plus. Et puis, en cas d'égalité, pour la première place, si le Bren est parmi les joueurs à égalité, il l'emporte. Si le Bren n'est pas pendant les joueurs à égalité, il n'y a pas de vainqueur. Donc s'il n'y a pas de vainqueur, tout le monde restitue son marqueur prétendant, et on est reparti pour un nouveau round. Donc voilà, il n'y a que 3, voilà. Donc il faut... pour s'assurer la victoire, être Bren et avoir le plus de conditions de victoire. Voilà, on a fait le tour d'Inis. Vous voyez, les règles sont assez simples, ça a été assez rapide. C'est un mix de jeux de majorité avec des cartes qui sont elles-mêmes draftées. Maintenant, on retourne au bureau pour que je vous donne mon avis sur le jeu. Rebonjour. Alors, que penser d'Inis ? La première chose sur laquelle je voudrais m'étendre un peu, c'est la qualité esthétique du travail qui a été fait par Matago. Vous l'avez vu en voyant les cartes, la recherche tout simplement dans la forme des tuiles, voilà ce côté puzzle avec beaucoup de dentures, alors qu'ils auraient pu faire des tuiles triangulaires beaucoup plus simples. Le fait que les figurines qui représentent les clans soient différenciées, il y en a 3 différentes, peu importe quelle est il n'y a pas d'utilité particulière des figurines de formes différentes, mais ça
ça donne un peu de variété. Les cartes sont magnifiques. Je vais faire un petit insert de quelques cartes que vous allez pouvoir voir. Donc c'est un jeu qui a une personnalité et sur lequel il y a vraiment un travail esthétique qui a été fait. Donc là, il faut quand même les reconnaître que c'est un travail exceptionnel qui a été réalisé. Mais on est habitué avec Matago, en fait, puisqu'ils sont très très soigneux sur la présentation des jeux et leur caractère. Vraiment très marqué. Avec Cyclades, avec Kemet, on avait des choses déjà qui étaient de ce niveau-là. Donc si c'est quelque chose que vous aimez chez eux, vous allez le retrouver chez Inis. Ensuite, vous voyez, les règles que j'ai expliquées sont extrêmement simples. En fait, c'est un jeu de majorité. Rien dans les règles ne rajoute de tuiles supplémentaires, ou même de clans, ou même de quoi que ce soit d'autre, comme les sanctuaires qui font partie des conditions de victoire. Et en fait, la réussite du jeu, c'est que le gameplay émerge des cartes. En fait, c'est un jeu de cartes derrière, c'est un card driven, si vous voulez, qui a lieu. Donc c'est quelque chose qui, voilà, avec des règles de base très très simples, majorité, vous avez vu, les saisons, les possibilités, donc assembler saison, les possibilités qui sont réduites, passées, voilà, faire une manœuvre quand on est en conflit, voilà, on a des choix, des options qui sont assez limitées dans les règles, mais comme dans les jeux de cartes à collectionner ou des choses comme ça, la complexité, la richesse, la variété vient des possibilités qui sont offertes dans les jeux de cartes. Le système de draft tourne très très bien, c'est assez facile, donc ça permet d'avoir de la variété. Il y a le fait qu'il y ait une carte qui soit mise de côté avant le draft fait qu'il y a un mystère, on ne sait pas exactement quelle est la carte qui tourne entre les joueurs, enfin qui manque dans le pool de cartes qui tournent, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc voilà, il y a toute une série de choses qui sont très très sympas à ce niveau-là pour rendre un jeu vraiment agréable. Les parties sont assez rapides parce que justement c'est assez simple de mise en place et puis conceptuellement avec les règles. Donc à ce niveau-là, je trouve que le jeu est une jolie réussite et que c'est un jeu qui ne dénote pas par rapport à ses aînés que sont Cyclades et Kemet. Et je pense qu'il va avoir un beau succès, surtout sur un mécanisme qu'on connaît bien, celui du contrôle et de la majorité. Et le fait de rajouter le gameplay à travers des cartes qu'on draft, ça donne tout de suite quelque chose de très très sympa. Donc vraiment, je suis très content de ce jeu. Il est voilà, beau et simple à expliquer, ce qui est quand même assez intéressant. Tout se retrouve sur les cartes d'aide de jeu que je vous ai pu vous montrer. Donc tout ça fait que le jeu peut sortir assez souvent. L'encombrement est relativement réduit, donc tout se passe bien à ce niveau-là. Voilà, donc un grand bravo à l'équipe de Matago pour cette nouvelle belle réussite. Et puis à très bientôt pour des vidéos Bazinga ou alors évidemment pour les vidéos sur les jeux mobiles. Voilà, au revoir.